C'est l'heure du sonneur. Bonjour Charles Onana. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes politologue, journaliste d'enquête, essayiste, éditeur franco-camerounais, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci pour lequel on vous a reçu. Je rappelle d'ailleurs à tous que vous pouvez avoir accès à cette vidéo-interview très importante, je pense, où donc Charles Onana présente l'Holocauste au Congo. C'est son livre L'Omerta de la communauté internationale, avec une très belle préface très enrichissante de Charles Millon. C'est un livre aux éditions L'Artilleur, publié en 2023. Et vous pouvez donc retrouver cette vidéo sur Tocsin. Mais c'est pas pour ce livre aujourd'hui qu'on vous reçoit, c'est pour un autre livre, mais toujours d'ailleurs un peu le même sujet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fait le procès de l'histoire en prenant des auteurs pour cible. Et ici, c'est vous qui êtes la cible, et votre recherche sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qui s'est invitée donc à la 17e chambre du tribunal de Paris, du 7 au 11 octobre, donc ça s'est terminé en fin de semaine dernière. Vous et d'ailleurs votre éditeur, Damien Seriex, qu'on connaît bien ici, puisque on reçoit de nombreux ouvrages de cette maison d'édition, vous comparaissiez pour contestation publique de l'existence de crimes contre l'humanité, car plusieurs associations, dont la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la Communauté rwandaise de France, la Ligue des droits de l'homme, remettent en cause donc la thèse du livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, donc un livre que vous aviez écrit avant celui que j'ai cité, Holocauste au Congo, toujours aux éditions L'Artilleur. Et donc, ces associations espéraient une décision qui puisse faire jurisprudence sur le négationnisme du génocide des Tutsis. Alors, vous, en gros, et avant de vous donner la parole, de revenir non seulement sur ce procès, mais sur tout ce que vous avez écrit, dans votre livre, vous remettez en cause la thèse, on va dire, officielle, en tout cas assermentée, du génocide des Tutsis en 1994. D'après vous, les tueries ne furent pas le fait uniquement, furent autant le fait, en tout cas, des Hutus que des Tutsis. Et le Front patriotique rwandais, le FPR, qui a été mené par Paul Kagame, qui est désormais le président du Rwanda, fut le véritable responsable et planificateur de cette opération, faisant de l'opération turquoise la victime d'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Là, je vous cite. Alors, beaucoup de sujets dans le sujet, on va dire. Peut-être revenir sur ce procès avant tout, Charles Onana, comment ça s'est passé ? Écoutez, ça s'est passé assez bien parce que mon éditeur et moi-même et nos avocats, nous avons énormément travaillé. Nous faisons face à une plainte qui est totalement ubuesque, quelque chose que nous ne comprenons pas, et surtout que le livre ne porte pas sur le sujet pour lequel nous sommes accusés. Donc, oui. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons fait venir des témoins qui sont l'ensemble des militaires de l'opération turquoise. En tout cas, le général Lafourcade, Jean-Claude Lafourcade était là. Le général Keno, qui était le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, est venu. L'ancien ambassadeur de Belgique, qui était effectivement en poste au Rwanda entre 1990 et 1994, est également venu me soutenir. Il y avait le colonel Luc Marshall, qui était le commandant des casques bleus au Rwanda et qui était en charge de la sécurité de la ville de Kigali, qui est le préfacier de ce livre. Tout ce monde est venu effectivement témoigner pour dire que mon livre n'avait rien à voir avec les accusations dont je faisais l'objet et avec mon éditeur. Est-ce que pour bien revenir sur les accusations dont vous faisiez l'objet, en fait, on vous accuse de négationnisme, tout simplement, c'est bien ça, hein ? Oui, si vous voulez, mon premier livre que j'ai fait sur le Rwanda, je l'ai fait avec un rescapé du génocide Tutsi qui est aujourd'hui en prison depuis 14 ans, Deo Mushayidi. Il a perdu toute sa famille en 1994 et aujourd'hui, ces associations qui prétendent lutter contre le négationnisme n'ont jamais demandé à Paul Kagame pourquoi ces rescapés de génocide étaient en prison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il mérite d'être emprisonné pendant 14 ans? Parce qu'il dit exactement ce que je dis. C'est-à-dire que nous ne nions pas le génocide des Tutsis. Personne, il n'y a pas une seule phrase dans mon livre où on peut considérer, où on peut constater que j'ai nié le génocide des Tutsis. Leur problème, il est tout simplement que nous avons disqualifié, en tout cas dans mon travail, j'ai disqualifié toutes les accusations qui étaient portées contre les militaires de l'opération turquoise. Et cela a été confirmé lors d'un jugement récent en première instance par les tribunaux français.
Et c'était après 18 ans, je dis bien 18 ans d'instruction, et la justice française a considéré qu'il y a un non-lieu. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant 10 ans, et les magistrats français ont travaillé pendant 18 ans, et nous sommes arrivés à la même conclusion, c'est-à-dire que les accusations portées contre l'opération turquoise ne tiennent pas debout, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de sujet. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner la décision des tribunaux français sur cette opération turquoise? Mais un non-lieu? Oui, non, mais le nom de cette décision, ou quand est-ce que ça s'est passé? Il y a un an, c'était l'année dernière que la décision a été rendue. Donc, il est établi aujourd'hui que les militaires de l'opération turquoise n'ont pas commis de génocide au Rwanda, n'étaient pas complices de génocide au Rwanda, puisqu'il s'agissait d'une opération multinationale et que cette opération multinationale avait simplement vocation à empêcher les massacres, et les éléments de l'opération turquoise ont sauvé au moins 13 500 personnes, 13 500 Tutsis, mais pas une ligne dans la presse française où vous avez entendu parler de ça. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on va revenir sur ce sujet parce que pourquoi cette attaque, puisque vous dites finalement c'est même pas le fond de l'affaire, vous n'êtes même pas coupable d'avoir remis en question ce génocide, en tout cas cette tuerie de masse des Tutsis. Donc en fait, pourquoi cette attaque juridique ici de ces différentes associations que j'ai citées? Quel est l'objectif selon vous, si ce n'est de refaire la vérité sur quelque chose que vous n'avez pas visiblement, que vous n'avez pas mis en cause? Écoutez, il y a une série de manœuvres politiques derrière cette affaire, c'est-à-dire que le président Paul Kagame a il avait obtenu, lorsque le procureur Carla Del Ponte était devant le tribunal pénal, était en charge des dossiers du tribunal pénal international, quand elle a condamné des Hutus qui avaient commis le génocide de Rwanda, tout le monde trouvait que c'était un excellent procureur. Et lorsqu'elle a décidé d'enquêter sur les crimes commis par le FPR, elle a été évincée de son poste de procureur. Et elle m'avait confié pour la première fois, et je pense aujourd'hui dire que j'étais le premier chercheur et journaliste à qui elle avait fait ses confidences dans son bureau à La Haye. Elle m'a dit que lorsqu'elle avait rassemblé, son bureau avait fait des enquêtes, ce qu'on appelait des enquêtes spéciales, elle a rassemblé plusieurs éléments de preuve montrant que les troupes de Paul Kagame avaient commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre également, et qu'il y avait eu plusieurs fausses communes qui avaient été identifiées. Lorsqu'elle est allée voir Paul Kagame à Kigali pour lui dire elle venait effectivement pour rechercher les éléments qui pouvaient lui permettre de mettre en accusation les Tutsis du FPR, Paul Kagame lui a dit « Vous n'êtes pas venu dans ce tribunal pour mettre des Tutsis en cause. » Elle m'a dit, mais moi, je ne suis pas là pour faire une évaluation politique. Et le mandat qui avait été confié au procureur Carla Del Ponte disait que le tribunal devait poursuivre tous les crimes, je dis bien tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le problème, c'est que, le dossier de l'attentat dans lequel l'ensemble de l'équipage français et 2 chefs d'État ont été tués. Ce crime, cet attentat terroriste a été retiré du calendrier du tribunal, et tous les crimes qui ont été commis par les Tutsis du FPR ont été écartés. Et c'est pour cela que le procureur Carla Del Ponte a été évincé de son poste. Ensuite, on a vu que Paul Kagame, lorsque M. Sarkozy était au pouvoir, M. Kouchner l'a dit de façon explicite, que Paul Kagame leur avait demandé de régler le problème de l'attentat. Le problème de l'attentat a été réglé comment? C'est-à-dire qu'après les mandats d'arrêt qui avaient été lancés par le juge Bruguière, mettant en cause les membres de très proches de Paul Kagame, le juge Trévidic est venu annuler toute cette enquête, a anéanti cette enquête, et tout s'est terminé par un non-lieu. C'est-à-dire que les victimes françaises ne savent toujours pas, après une plainte déposée en 1997, qui a tué leurs parents, qui a tué les membres de l'équipage français. Et pourquoi voilà comment cette affaire a été réglée. Et c'est pour cette raison que les gens sont mal à l'aise, parce que je suis en train de braquer les projecteurs sur le fait que les crimes qui ont été commis au Rwanda en 1994 ne concernaient pas
n'était pas concentré uniquement sur les Hutus. Il n'y a pas que les Hutus ont commis des crimes, mais les éléments de l'armée patriotique rwandaise ont également commis des crimes. Et j'ai expliqué tout simplement que l'objectif de la prise du pouvoir et de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 n'était pas simplement de mettre Kagame au pouvoir. C'était de mettre Kagame au pouvoir pour qu'il puisse envahir le Congo et piller les ressources minières du Congo. Accès minerai, oui. Et j'ai apporté des preuves en affirmant tout cela, c'est-à-dire des documents du Pentagone. Et c'est pour cela que je me retrouve devant les tribunaux. Oui, alors, parce que là, justement, vous dites, c'est très intéressant de tirer un tout petit peu ce fil. Vous montrez que Paul Kagame demande à Sarkozy, notamment Nicolas Sarkozy, de réagir et de régler le problème. Et vous dites, Nicolas Sarkozy règle le problème. Et c'est pas la première fois que Paul Kagame, visiblement, a une certaine influence sur la France et des relations haut placées aux États-Unis. Et finalement, c'est là où il y a quelque chose, en effet, qui n'est pas officiel, mais qui se passe et qui, visiblement, des intérêts très puissants qui permettent en tout cas, qui font en sorte de protéger ce Paul Kagame de toute attaque et de toute accusation. Bien sûr, c'est exactement cela. Comment voulez-vous comprendre que M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, dit très explicitement que Paul Kagame a pris contact avec lui et lui a demandé de résoudre ce problème et ils ont résolu le problème. Alors que, en fait, le juge Bruguière n'était pas le seul. Le juge espagnol, Monsieur André Meirelles, était arrivé à la même conclusion que le juge Bruguière, c'est-à-dire que on a constaté que c'est Paul Kagame et ses éléments qui ont abattu l'avion le 6 avril 1994 et on a fait pression des diplomates. J'ai eu accès à plusieurs documents. Les diplomates les diplomates américains ont fait pression sur les diplomates italiens, espagnols et britanniques pour demander à ce que on écrase ce dossier devant la justice espagnole, et puis la justice espagnole a été paralysée sur l'affaire de l'Atlanta. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque on a vu également sous le président Macron arriver Madame Mouchiki Wabo, c'est-à-dire que la femme qui est aujourd'hui secrétaire générale de la francophonie, un pays qui est complètement anglophone, qui est au Commonwealth et qui a répudier la langue française, eh bien, on lui a donné la direction de la francophonie. Mais au grand étonnement de tous les francophones, les gens n'ont absolument rien compris à cette attribution du secrétariat général à une femme qui a passé le temps à injurier la France, à insulter les militaires français et à dire tout le mal qu'ils pensaient de l'action de la France au Rwanda. Personne n'a compris comment on pouvait se retrouver devant une telle contradiction. Oui. Alors, vous diriez qu'aujourd'hui, Paul Kagame est finalement un homme lige des Américains et que les Français leur déroulent le tapis rouge ? Absolument. Mais écoutez, M. Paul Kagame, en 1990, lorsqu'il y a eu la première attaque de ses troupes contre le Rwanda, il était en formation aux États-Unis à Fort Leavenworth. Donc, c'est de là-bas qu'il est parti pour venir prendre la direction des opérations militaires sur le terrain. Et de cette période-là, Paul Kagame a été soutenu pendant toute la période du conflit rwandais, notamment pendant la période du génocide, mais également après le génocide, puisque les premiers éléments des forces spéciales et des forces de renseignement américains sont venus soutenir l'armée de Paul Kagame juste après sa victoire militaire. Donc, on est devant une situation où la France passe le temps à faire des genuflexions devant Kagame parce que un certain nombre de groupes d'intérêts, quand je parle même des États-Unis, je ne parle pas de l'ensemble des États-Unis, je parle de plus précisément de l'administration Clinton et de tout ce qui reste de l'administration Clinton avec les milieux d'affaires qui sont en connivence pour pouvoir permettre à Paul Kagame de piller les richesses de la République démocratique du Congo. Figurez-vous qu'il y a plus de 10 rapports des Nations Unies, plus de 10 rapports d'experts des Nations Unies depuis 2001 qui s'accumulent sur le bureau du secrétaire général de l'ONU et aussi sur dans les armoires du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pas une seule sanction, alors que vous voyez ce qui s'est passé avec la Russie. On a mobilisé le monde entier pour sanctionner la Russie, alors que, Paul Kagame a déjà fait tuer plus de 10 millions, je dis bien plus de 10 millions de Congolais et plus de 500 000 femmes violées dans ce pays. Aucune sanction. Au contraire, l'Union européenne lui a alloué beaucoup d'argent et aujourd'hui, on lui demande effectivement d'être le principal allié de la France dans la sous-région.
Ouais. D'ailleurs, je rappelle que ce massacre dont vous parlez au Congo, c'est vraiment le sujet de votre dernier livre, et j'emmène tout le monde à ce livre parce qu'en effet, il est très très sourcé. Vous avez les documents de l'ONU, mais pas que, des médecins sur place, des prix Nobel, des photos, des interviews. Enfin, c'est très très riche et c'est absolument terrible. Et comme vous le dites, on n'en parle pas du tout en France. Encore une fois, là, on a du mal à comprendre le rôle. Donc, pour revenir sur ce procès, d'abord, est-ce que vous avez, parce que malgré tout, vous avez ici fait la description des pouvoirs, des forces qui sont ici en l'état et derrière Paul Kagame. Donc, évidemment, là, vous n'êtes pas seul contre tous, mais en tout cas, face à des forces très importantes, notamment américaines, et on l'a dit, des très hauts placés, des anciens présidents, des anciens ministres français. Donc comment, et puis d'ailleurs soutenu par la Macronie. Donc comment aujourd'hui vous voyez le procès à venir? Est-ce que malgré tout vous avez confiance? Mais écoutez, nous sommes confiants. On nous dit toujours qu'il faut avoir confiance à la justice française. Donc, je fais partie de ceux qui croient effectivement qu'il y a des juges encore indépendants dans ce pays et qu'ils ne vont pas écouter ou subir les pressions. Je dirais que dans cet ouvrage, il n'y a pas une ligne. Il n'y a pas une ligne qui parle de négation du génocide des Tutsis. Au contraire, il y a plusieurs lignes où je dis que cet ouvrage et ce travail ne visent pas à nier le génocide des Tutsis. Donc, j'ai demandé, en me tournant vers la juge, en lui disant, s'il vous plaît, Madame la Présidente, qu'on me montre une seule ligne où je nie le génocide des Tutsis, eh bien, je vous dis, je l'avoue tout de suite et je vous évite de perdre du temps. Mais là, on dépense l'argent du contribuable français pour porter des accusations sur un ouvrage qui ne porte pas du tout sur le génocide, mais qui porte sur l'opération turquoise. Et à aucun moment, ils ont dit que l'enquête que j'ai faite sur l'opération turquoise, il y avait une ligne qui était fausse. Au contraire, les juges français sont arrivés à la même conclusion que moi. Donc, vous comprenez que je suis devant un procès politique qui n'a absolument rien à voir. Et vous l'avez dit au début de votre émission, est-ce qu'il est permis de penser? Est-ce qu'il est encore permis de réfléchir et de penser sur une question géopolitique dans ce pays, notamment dans un dossier dans lequel il y a beaucoup d'enjeux financiers, comme c'est le cas de ce dossier du Rwanda, parce que on ne m'attaque pas parce que j'ai mis des guillemets sur le mot génocide. D'ailleurs, vous savez, ils ont utilisé cet argument en disant Monsieur Onana met les guillemets sur le mot génocide. Mais non, mais les guillemets, est-ce que vous avez fait des études, on vous a dit une seule fois en grammaire que quand on met des guillemets, ça signifie nier quelque chose. Ben, on met les guillemets parce qu'on cite quelqu'un ou parce qu'on met un mot en exergue ou en évidence. Mais là, on me dit que je mets les guillemets parce que j'ai nié un génocide. Donc, allez comprendre, c'est vraiment... Oui, même Charles Onana, ne perdez pas votre latin, mais allons même plus loin que ça. Quand bien même vous auriez remis en question ce génocide, là, on quitte le sujet, votre sujet et le sujet du procès et celui du Rwanda. Disons qu'on fait une question abstraite là, de philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit d'interroger l'histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de se dire, écoutez, moi j'ai fait des recherches, il y a des choses qui disent autre chose que la version qu'on nous donne. Il me semblait que quand on n'avait qu'une version de l'histoire, ça s'appelait un régime autoritaire. Et que dans un régime, on va dire, ouvert, démocratique, on a le droit à des débats comme on a le droit à des débats scientifiques. Nous, on a eu de nombreuses tables rondes ici où on se rend compte que le débat scientifique est également interdit, que ceux qui donnent une autre version de la science ou de la fiabilité de certains médicaments sont mis au pilori. Et là, on a l'impression que c'est la même chose. Mais écoutez, il n'y a qu'à, vous avez pu recevoir sur votre antenne des gens comme le professeur Didier, Raoult, le professeur comment dire, Perron. Bon, vous avez vu que des éminents professeurs comme ceux-là, qui sont des spécialistes dans leur domaine, on leur dénie le droit d'expliquer ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Le professeur Raoult a écrit un livre que maintenant écrire, penser, réfléchir, c'est devenu un sport de combat dans ce pays. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où aujourd'hui, vous ne pouvez pas, quand vous êtes
quand vous êtes compétent dans votre domaine, eh bien, vous avez une foule de gens, une multitude de personnes qui viendront vous dire que, ben, écoutez, taisez-vous, vous n'avez rien à dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors, on ne sait plus donc finalement qui c'est, les sachants doivent se taire et ceux qui ne savent rien, effectivement, doivent occuper le devant de la scène. C'est vraiment malheureux, mais c'est à cette situation qu'on est obligé on est obligé de, je ne dirais pas se résoudre à accepter cela, mais on est obligé de constater que c'est exactement ce qui se passe. Oui, cette question, en fait, qui est la vôtre ici, devrait être réglée à la rigueur dans un débat historique, avec des historiens. Moi, bien sûr, mais moi, mon éditeur et moi, nous avons pensé, effectivement, que c'est le premier livre, hein, et le seul, je vous dis, le seul livre sur le plan scientifique qui existe sur l'opération turquoise. Personne d'autre jusqu'à présent n'a travaillé sur ce sujet de façon aussi approfondie. Mais je le dis en toute humilité. Mais nous, mais il y a même des phrases dans le dossier d'accusation qui font référence aux travaux de deux grands professeurs américains, le professeur Stamp et Davenport, qui sont des professeurs de sciences politiques de l'Université du Michigan, qui ont fait des recherches au Rwanda et qui sont arrivés à peu près à des mêmes conclusions que moi. Le fait de faire référence à ces professeurs-là a été considéré comme une négation du génocide des Tutsis. On en est là. Charles Onana, en tout cas, merci beaucoup. Pardon, on suit évidemment l'affaire de près, mais surtout, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion de se poser la question sur aujourd'hui, le système français. Peut-on encore interroger, débattre de science et d'histoire, et c'était aujourd'hui d'histoire dont on parlait avec vous, Charles Onana, et un morceau d'histoire très sombre qu'il ne faut pas oublier là-bas, notamment au Congo. Je rappelle votre livre Holocauste au Congo. Vraiment, je vous recommande tous de le lire. Il est terrible, absolument terrible, mais très très fort. L'omerta de la communauté internationale, avec une très belle préface de Charles Millon, et c'est aux éditions L'Artilleur, justement. Merci encore, Charles Onana.